d'antécédents familiaux, de migraines, de maladies neurologiques. Est-ce que ces vertiges pourraient être secondaires à une prise accidentelle de médicaments ou d'alcool? Après les dîners des parents, le petit garçon passe finir les verres, oublié, et le matin il se réveille avec un super beau vertige. Donc, restons objectifs. On trouve quand on cherche. Mais qu'est-ce qu'on cherche? J'aimerais vous faire entendre cette petite fille. Alors c'est une petite fille que lorsqu'elle est en train de jouer à l'école, elle a l'oreille qui se bouge. Et quand son oreille se bouge, ça commence à tourner. Et puis ça tourne pendant un bon bout de temps. Ça ne tourne pas un instant précis. Elle arrive à marcher, elle ne tombe pas. Elle arrive à marcher jusqu'à arriver à la maison. À ce moment-là, son vertige s'arrête. Ça dure 1 heure. Donc, et elle est très précise. Elle a l'oreille qui se bouge et puis le vertige qui se déclenche. Là, c'est une petite fille qui nous décrit avec une précision son vertige. Donc ça, c'est des cas que j'ai empruntés à mon professeur Toupet. Et la petite fille décrit avec précision son vertige positionnel. C'est changement de position typique qui s'arrête et à un temps bien précis. Mais comment conduisons-nous l'examen d'un enfant vertigineux? J'aimerais rendre les choses beaucoup plus simples. Comment évaluer l'équilibre d'un enfant? Ben, c'est simple. On commence par la marche aveugle. Stabilité, yeux fermés. Ça prend 5 minutes, hein. C'est pas énorme, mais ça nous donne déjà des idées précises. Donc on voit qu'elle fait un aller-retour précis, il n'y a pas de déviation, il n'y a pas de rotation, il n'y a pas d'instabilité. Alors, pas de trouble d'équilibre. Là, je vais vous montrer un test que j'aime beaucoup, qui est le test de piétinement aveugle ou le test de Fukuda juste après, qui est très très important pour moi. En fait, il faut éviter quand on fait le test de piétinement de Fukuda qu'il y ait l'appui sur le dos comme ce qu'elle a fait au départ. C'est maintenant qu'on commence le test. Et les enfants coopèrent très bien. Dès qu'on a pris le temps de leur expliquer, de jouer un petit peu au départ, moi je dirais qu'il faut rester dans le jeu de l'esprit d'enfant. C'est un enfant, c'est pas un adulte, donc on joue, on partage, on comprend, et au fur et à mesure ça passe. Et complimenter, toujours complimenter. Sinon, on ne pourra pas terminer le test parce que ça va devenir de plus en plus difficile. Bon, là, c'est le cas d'une petite fille qui vous intéresserait, des neurologues. On fait la marche et regardez sa marche. Yeux fermés. Déjà, cette marche, si vous voyez, ça n'a rien à voir avec la première. C'est une petite fille qui fait une hydrocéphalie avec des crises épileptiques et à la base, elle a fait plusieurs crises épileptiques. Je l'ai confiée systématiquement à la neurologue. Donc moi, dès l'examen clinique, je sais si je prends ou c'est pas pour moi. Là, par exemple, c'est les formes psychogènes. Alors Sylvie va avoir une marche. Voilà. Attendez. Voilà, regardez. Alors cette jeune,
Il va avoir une marche dans tous les sens, au fait. J'avais un cas pareil, mais malheureusement, je ne l'avais pas enregistré. Elle fait beaucoup d'efforts pour se déplacer. Dès qu'elle ferme ses yeux, elle est instable. On dirait qu'elle fait une énergie de dépense pour pouvoir faire un mouvement, et ça, c'est psychogène. Et il suffit par la suite de lui donner une proposition de fixer. Alors j'avance parce qu'on est tenu par le temps là. Et là, dès qu'elle va serrer ses mains, tout s'arrête. Elle se déplacera de manière normale. Parfois, une simple proposition au patient de faire un geste en lui faisant suggérer qu'avec ce geste, tout s'arrête, ben ça s'arrête. Donc là, la part psychogène rentre en place. Regardez. Et le déséquilibre disparaît. J'ai eu une petite, qui avait 14 ans, qui m'avait fait le même tableau. Elle était diabétique, elle était épileptique. Et c'est ça ce qui m'avait, pour une bonne période, fait essayer de trouver pourquoi le trouble de l'équilibre. Bon, sur le plan épileptique, elle était stabilisée. Et cette jeune fille, je me rappellerai toujours d'elle, qui s'appelait Myriam, il m'a fallu un temps fou pour comprendre que c'était psychogène. Parce qu'elle avait un tableau tellement bien organisé d'instabilité. Mais j'ai demandé à mes confrères qui ont beaucoup plus d'expérience, ils m'ont dit, propose, fais autre chose. Et là, à une simple proposition, sans traitement, tout est rentré dans l'ordre. Alors, j'ai trouvé que j'étais quand même prise au piège. Et c'est des cas qui ne sont pas toujours simples. Maintenant, le contrôle postural. Eh bien, si on comprend que le contrôle postural est une évolution constante chez l'enfant, il va arriver vers l'âge de 12 ans pour atteindre une vraie stabilité sur la pression des pieds. Donc, posturographie, oui, et le contrôle postural n'est effectif qu'à l'âge de 12 ans. On le retrouve aussi. Là, comment on évalue le coût de motricité? Simple, une fixation oculaire, c'est un enfant de 3 mois, qui est venu pour une otite, et la maman me disait, j'ai vu un mouvement involontaire de ses yeux, ça tournait dans tous les sens. Ben, je prends le temps de faire une poursuite oculaire, j'ai une poursuite oculaire normale. Bien sûr, je passerai toujours à faire une petite exploration pour être certaine. Mais la fixation oculaire, si on voit cette petite fille, qui avait peur au départ, alors, avec une fixation de lumière, on suit à droite, à gauche, haut, bas, oblique, on explore le réflexe vestibulo-oculaire. C'est qu'on n'a pas toujours d'avoir une vidéonystagmoscopie à portée de main pour faire l'exploration. On a déjà les éléments du diagnostic à l'examen clinique. Moi, je dirais l'examen clé, c'est la clinique. C'est vous qui ferez les diagnostics. Les patients, quand ils viendront chez moi, c'est pour pousser un peu l'investigation. Là, déjà, si vous voyez, bon, on va avancer pour vous montrer des cas pathologiques. Avec ces petites larmes, mais elle suit. Hein. Alors, le nystagmus des enfants sont plus amples et moins fréquents pour une même vitesse de phase lente. Ça veut dire qu'on a un mouvement qui est plus lent que ce qu'on trouve chez l'adulte. Chez l'adulte, vous voyez là, si vous avez des nystagmus très rapprochés, ces mouvements-là, c'est ça le nystagmus. Là, c'est plus lent avec une vitesse très lente. Et le gain du système vestibulo-oculaire chez l'enfant est beaucoup plus important que chez l'adulte. Donc, le contrôle cérébral du réflexe vestibulo-oculaire est remarquablement précoce. Ça a été publié par Sylvette, par Michel. Quelques rotations alternées dans les deux sens provoquent un nystagmus vestibulaire et il est fixé il est inhibé par cette fixation-là. Donc, est-ce que c'est difficile de prendre un enfant, de le faire tourner en lui demandant de fixer? Vous voyez si le nystagmus s'annule ou pas. Si ça s'annule pas, vous savez déjà que la réponse est cervelée. Donc, pendant les mêmes rotations alternées, en regardant dans le miroir, le nystagmus vestibulaire va être renversé par le stimulus orthocinétique inversé. Bon, là, on voit les indices de fixation oculaire de l'enfant en fonction de l'âge. On voit cette variabilité.
Là, par exemple, vous avez un syndrome cérébelleux bilatéral et avec une ophtalmoplégie internucléaire. Si on regarde la droite, la gauche, avec la fixation vestibulaire et la fixation oculaire, il ne s'inhibe pas. Ben, tout, je dirais, nystagmus que vous voyez et vous faites de la lumière qui s'inhibe, bon, déjà, bon, ça me rassure, c'est périphérique. Ben, si s'inhibe pas, je suis déjà dans la centralité. Je passe à autre chose. Syndrome cérébelleux gauche. Regardez l'examen des mouvements de cette petite fille. C'est un flouteur oculaire. Regardez cet œil gauche. Il tourne. On va voir le petit enfant par la suite, c'est plus précis. À l'appréciation, hein, vous avez un super beau flouteur. Ici, il est droit. Hein. Regardez cet œil. Voilà. Donc un flouteur avec une vision qui devient floue. Là, c'est une apraxie oculomotrice. Et là, c'est dans un tableau d'ataxie épisodique familiale, si on voit bien le mouvement visuel. Voilà. Regard latéral. Vous voyez un nystagmus. Vous ferez de regard gauche, vous trouverez le même nystagmus. En haut, présent. Et dans tous les regards, il est présent. Il s'inhibera. Alors, normalement, si je n'ai pas un moyen de fixer, je donne à l'enfant un miroir, un jouet, quelque chose qui l'intéresse. Allez, suis s'il te plaît. Et là, je regarde. Est-ce que ça s'inhibe ou pas? Ça s'inhibe périphérique. Ça s'inhibe pas, c'est central. Ou c'est des investigations radiologiques. Donc, il est essentiel de décrire le nystagmus. Horizontaux, verticaux, torsionnels, obliques. Leur latence, leur durée, la présence ou non de vertige, de nausées, de vomissements, angers, d'instabilité. Donc, moi, je dirais que c'est un ensemble. Maintenant, je passe à autre chose. Systématiquement, après l'examen clinique, bon, j'ai les moyens. On met un examen sur vidéonostalmoscopie. C'est un petit casque que je mets sur la tête de l'enfant et j'observe sur une caméra avec un enregistrement qui me permet de voir le nystagmus. Je cherche systématiquement le positionnel. Chez l'enfant, ce n'est pas l'adulte, ce n'est pas le vertige positionnel paroxystique bénin, ça n'a rien à voir. Mais je cherche toujours le positionnel et c'est important. Si on n'a pas de caméra, si on n'a pas de VNS, on peut bien prendre l'enfant et l'allonger sur la droite, puis sur la gauche et observer, mettre une loupe si on n'a pas des lunettes de phrasé, mais observer. Alors, ce n'est pas toujours facile pour des enfants de petit âge qui ne supportent pas, qui crient. Ben, la maman s'allongera et l'enfant est beaucoup plus rassuré en présence de sa mère ou de son père. Donc, tout le monde travaille, je dirais. Il faut mettre tout le monde au boulot. Non, je ne reprends pas ça. Alors, la fixation oculaire. Parfois, quand l'enfant est dérangé par le masque, et surtout que je cherche un positionnel, ben, je garde un œil ouvert. Dès qu'il me voit ou qu'il voit sa papa ou sa maman, il est rassuré. Là, c'est un enfant autiste. Et je dois lui faire une épreuve rotatoire impulsionnelle. C'est simple. Je dirais expliquer, prendre le temps. Et c'est simple. Et vous voyez, je n'ai pas fermé de casque. Alors, la fixation, il fixe un point en face. Il s'est arrêté, on compte le temps, c'est normalement 6 secondes. Au-delà de 6 secondes, on est dans le pathologique et on compare la prépondérance directionnelle droite et gauche, et on a déjà une petite idée. Je dis toujours, c'est l'ensemble d'informations qui nous sert, ce n'est pas un seul élément. L'enfant de 4 ans, pendant les rotations alternées du fauteuil dans l'obscurité, sont plus grandes. En fait, on a une prépondérance directionnelle. Et ça, je reviendrai pendant les explorations. Maintenant, après ça, on a une idée, déjà, selon notre interrogatoire. Est-ce que les enfants font les mêmes pathologies que chez l'adulte? Ça veut dire le vertige de l'enfant, c'est un vertige qui a grandi? Non. En fait, selon les études publiées, il y a les vertiges centraux et les vertiges périphériques. Je ne reviendrai pas sur la partie centrale qui a été élaborée par mon grand frère avant. Et là, je parlerai surtout de ce qui est labyrinthe. Bon, on a en premier lieu, moi je dirais, les vertiges migraines familiales et le vertige basilaire de l'enfant. Il y a les formes héréditaires congénitales de l'enfant. En premier lieu, je dirais
malformations. Le mandini, les fistules périlymphatiques. Quand on parle de fistules périlymphatiques, il y a les canaux semi-circulaires supérieurs qui sont fréquents aussi, les congénitales malformations, les atteintes pendant la grossesse de la maman, rubéole, cytomégalovirus, rubéole. Au Maroc, on a beaucoup de cytomégalovirus, vous le savez mieux que moi. Donc, les atteintes audiovestibulaires héréditaires, les arrêts flexivestibulaires familiales, la syphilis, et puis il y a les formes acquises. Dans les formes acquises, on retrouvera les infections, que ce soit virales ou bactériennes, les traumatismes, le ménière, la névrite, le cholestéatome congénital, les atteintes toxiques et les formes auto-immunes. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est de vous montrer cette comparaison entre les différentes études publiées. Moi, j'étais beaucoup, bon, on parlera de cette étude qui m'intéresse, de celle de mon ami Dr Wiener, qui est de 2004, qui est quand même la plus intéressante sur, je dirais, le nombre de patients. Donc, si on voit quelles sont les premières pathologies retrouvées dans les formes migraine, vertige est la première, vertige positionnel, les formes de développement, les labyrinthites et les neuronites viennent en dernier. Là, vous trouverez toujours la prévalence de la migraine, comme ce qui a été exposé. Mais bien après, je dirais, le vertige positionnel, bien après le trauma, bien après les infections. Alors si vous voyez, il n'y a eu que des études qui ont parlé de la forme psychogénique. Seule cette étude-là, qui a été faite en 2010, qui a retrouvé 10% de vertige psychologique, en fait psychogénique, et cette étude qui a trouvé 5%. Pour le reste, on n'en parlait pas. Là, c'est l'étude qui a été élaborée en premier lieu par Michel et Sivette à un moment, et puis elle a été élaborée beaucoup plus par Sivette. Si on compare l'enfant à l'adulte, vous voyez que l'enfant fera beaucoup plus de migraines, suivi de vestibulopathie récurrente, de syndrome autolytique, de délai de vertigo, et moins de ménière, moins de VPPB, beaucoup moins. Donc, si chez l'adulte, on a les VPPB en premier lieu, ben chez l'enfant, c'est le 27,9% des migraines. Mais les diagnostics ne sont pas les mêmes selon l'âge. Si vous voyez la répartition entre l'âge de 2 ans à 15 ans, on trouvera beaucoup plus de migraines étendues avec un pic entre l'âge de 8 à 9 ans. Les vestibulopathies récurrentes et le vertige paroxystique idiopathique de l'enfant qui apparaît beaucoup plus entre l'âge de 2 ans à 3 ans, puis se réduit pour avoir d'autres pics. Les atteintes du système nerveux central, on dirait un plateau, donc de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 15 ans, avec quelques recrudescences. Et les formes psychologiques, si on voit, c'est quand même des adolescents. Ils comprennent. Peut-être qu'on ne les connaît pas assez ou qu'on n'a pas l'approche psychologique qu'il faut pour l'enfant, mais en ce qui est publié jusqu'à présent. Et les 22 cas de névrite vestibulaire retrouvés entre l'âge de 4 ans à 7 ans, je dirais beaucoup plus les infections virales des crèches. Et enfin, la maladie de Ménière avant 10 à 11 ans. Maintenant, pour en finir, je dirais en beauté, on doit sortir au moins avec un arbre décisionnel. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on doit agir devant un vertige? Alors moi, je vous transmets ce que j'ai trouvé de simple, bon, un peu plus simple. Donc vous avez les vrais vertiges, vous avez les déséquilibres et vous avez les sensations de lévitation. Sensation de lévitation, vertige épileptique. Non. Déséquilibre et vrai vertige. Vertige vrai. Est-ce qu'il est bref? De quelques secondes. Donc là, l'intérêt de l'interrogatoire des parents et de l'enfant. Positionnel, 5%. Non positionnel, isolé, c'est la forme des vestibulopathies récurrentes. Donc c'est l'idiopathique paroxystique. Ça va partir sans problème. Non positionnel avec signe auditif, ou bien ça va se transformer en autre chose, donc à explorer. Donc sans signe auditif ou avec signe auditif. Donc avec signe auditif, labyrinthite, ménière, délai de vertigo, vertige dû au son fort de la prothèse, le tulio, les traumatismes du rocher, durable de quelques heures, avec déficit vestibulaire unilatéral, névrite, sans signe neurologique mais avec céphalée, traumatisme du rocher, migraine. Sans signe neurologique, céphalée, bon. Les déséquilibres, avec signe neurologique et avec céphalée, syndrome vestibulaire central. Donc il faut chercher les tumeurs, les maladies dégénératives spinocellulaires, même sans céphalée, je dirais, à chaque fois qu'on a un déséquilibre avec des signes neurologiques, il ne faut pas hésiter. Radiologie, exploration, allez voir le côté central. Si c'est un déséquilibre isolé, on doit voir l'examen neurologique complet
ataxie d'un marche, atteinte vestibulaire bilatérale, qui peuvent générer aussi un bel trouble de l'équilibre, mais sans déficit cochléaire, puisqu'il n'y a pas de surdité. Troubles psychologiques, retard psychomoteur, déficit unilatéral. Si c'est un déséquilibre associé à des douleurs cervicales, c'est des déséquilibres d'origine musculaire proprioceptive nucale. Et il ne faut pas oublier les diverses intoxications médicamenteuses, alcooliques et accidentelles. Et j'espère qu'à travers ce travail, vous prendrez goût à examiner l'enfant vertigineux. Je tiens par la même occasion à remercier tous mes amis de la Société internationale d'autonomophysiologie, Michel, Sylvette, qui m'ont permis d'être parmi vous et de communiquer ce travail. Et j'espère que ça vous intéressera. Bonne journée.